Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Et si je m'étais retrouvé au Moyen-Âge, il m'aurait probablement fait frire sur un bûcher comme hérétique. Passion médiéviste, les hors-séries. Je comprends, ça change et ça ne change pas, quoi. Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge ? Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? Vous pensez peut-être au château fort, à la peste et à Jeanne d'Arc, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais comme on le dit souvent dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast Passion médiéviste, je reçois des plus ou moins jeunes médiévistes, c'est-à-dire des personnes qui font des recherches sur le Moyen-Âge pour qu'ils vous en apprennent plus et qui vous fassent mieux comprendre cette grande période historique. Épisode spécial en public, c'est parti. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette première table ronde de cet après-midi d'enregistrement. Alors vous qui nous écoutez en podcast peut-être des mois, voire des années après cet enregistrement, sachez que nous sommes le samedi 10 septembre 2022 et que nous enregistrons aujourd'hui une série de 3 épisodes hors série particuliers du podcast Passion médiéviste avec d'anciens et d'anciennes invités du podcast. D'abord, on parlera de la guerre, puis un épisode sur l'héraldique, et enfin, ce sera un épisode spécial de Superjoute Royale. Et donc, aujourd'hui, je ne suis pas dans le lieu d'enregistrement habituel du podcast, et je suis loin d'être seule, car nous sommes en public. Et ils sont très nombreux. Nous avons le plaisir d'enregistrer ces épisodes au bar Charlie et sa bière à 2 balles à Paris, à côté du métro Saint-Ambroise. Vraiment le bar où il faut aller à Paris. Et pour parler de la guerre au Moyen-Âge, je ne suis bien sûr pas seule. J'ai le plaisir de recevoir 3 anciens invités du podcast. Alors, par ordre d'apparition dans le podcast, pendant les épisodes. Donc, on a Christophe Furon. Bonjour Christophe. Bonjour Fanny. Alors, on t'a entendu dans l'épisode 29 il y a si longtemps, sur les terribles Laïr et Pothon de Xaintrailles, donc les 2 fidèles capitaines de Charles VII pendant la guerre de 100 ans et qui ont un peu combattu avec Jeanne d'Arc aussi. Et tu es maintenant donc docteur en histoire médiévale et professeur d'histoire. Ben, merci beaucoup d'être venu. Merci de ton invitation. Alors, on a avec nous aussi Albert Leparc. Bonjour Albert. Bonjour Fanny, bonjour à tous. On t'a reçu dans l'épisode 35 sur les femmes dans les fabliaux et tu travailles aujourd'hui au musée de l'armée comme documentaliste. Donc forcément, pour parler de la guerre, il fallait que tu sois là. Et on a donc, juste à côté de moi, Peter Morel. Bonjour Peter. Bonjour Fanny, bonjour à toutes et à tous. Ah, oh, il parle bien. Tu étais invité dans l'épisode 47 sur les comtes d'Authière, ces fameux mercenaires italiens. Et donc, tu es depuis peu bibliothécaire à la BNF. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, toutes et à tous, on va parler donc de la guerre au Moyen-Âge. Donc, c'est une des thématiques qui est la plus accolée quand on pense Moyen-Âge. On pense guerre, violence, conflit constant. On a l'impression que tout le monde est en train de se battre tout de suite. Alors déjà, première question un peu générale, ce cliché d'une guerre constante au Moyen-Âge, est-ce qu'il est vrai ? Est-ce que c'est une idée fausse ? Qui veut commencer ? Disons qu'il faut nuancer, comme d'habitude, Ah. en fait. Parce que si on prend le cas de la guerre de 100 ans, que je connais bien, en fait, on passe plus de temps à négocier en fait, qu'à faire la guerre. Voilà. Il y a de longues périodes de trêve. La plus longue qui a été signée, c'était en 1396, 28 ans. Alors, elle n'a pas tenu 28 ans, la trêve. Les Français ont entamé les combats avant. Mais il n'empêche que, voilà, on cherche à faire la guerre en fait, pour faire la paix. Donc à partir de ce moment-là, il y a des moments où on cesse la guerre. Et donc la guerre de 100 ans, par exemple, n'a pas duré, ça n'a pas été 116 ans de combat, quoi. Et Peter, sur les condottières, donc là plus en Italie, est-ce que c'est aussi... Bon, le contexte italien, vous vous rappelez peut-être si vous avez écouté l'épisode, c'est le bazar. Moi, je n'arrive pas à chaque fois, c'est très compliqué. Mais est-ce qu'on a tout le temps des guerres en Italie aussi, ou est-ce qu'on peut avoir des périodes un peu de paix ? Alors non, la spécificité de l'Italie étant que c'est un espace, comme on avait dit dans l'épisode, particulièrement divisé, il y a des petits conflits entre chacune des cités, puis progressivement les conflits prennent de l'ampleur au fur et à mesure de l'extension territoriale des États. Au XVe siècle, on restera sur des conflits jusqu'à un moment où en fait il n'y aura pas de trêve mais une paix, et où ça sera tellement une paix armée qu'il n'y aura plus de conflits. Une paix armée ? Une paix armée, c'est un petit peu comme la guerre froide si tu veux. C'est la guerre froide du XVe siècle, c'est-à-dire que tout le monde est tellement militarisé
que tout le monde se regarde en disant mais qui est le premier qui va faire la faute et attaquer, ce qui fait que personne n'attaque. Et on voit aussi que même si on ne fait pas la guerre, on a quand même des innovations en termes d'armement au cours du Moyen-Âge, c'est ça Albert ? Exactement. En particulier, je donne un tout petit exemple, c'est les épées qui effectivement tendent à s'allonger pour être maniées à deux mains, parce que aussi, on verra plus tard, il y a des innovations qui sont aussi sociales, notamment il y a plus d'infanterie à la fin du Moyen-Âge, et tout ça, ça suit au niveau de l'armement. Le développement de l'arbalète ne vient pas seulement du fait qu'on a découvert comment balancer un carreau, on a aussi et surtout équipé plus de fantassins avec des armes. Et c'est justement cette militarisation assez accélérée qui va arriver avec le développement des États. Mais je pense qu'on aura le temps de développer un peu tout ça. C'est ça, on va parler donc plein de thématiques aujourd'hui. Bien sûr, j'ai mis la guerre au Moyen-Âge, mais on ne va pas pouvoir parler de toute la guerre, de toutes les guerres au Moyen-Âge, parce qu'il y en a eu beaucoup. On va beaucoup en fait parler dans un premier temps de comment on a théorisé et le rôle plutôt de la guerre en tant que conflit et en tant que événement au Moyen-Âge. On va parler du concret, de comment on se battait. On va parler des hommes et des femmes qui font la guerre. Et puis, si on a le temps, à la fin, on parlera un peu des évolutions guerrières et de petites choses comme ça. Alors, effectivement, pour commencer, moi, j'aime bien mettre les éléments. C'est un peu comme c'est mes restes des études. Introduction, définition du sujet. Revenons à la théorie. Est-ce qu'il y a des écrits qui réglementent et qui théorisent la guerre au Moyen-Âge ? Oui, tout à fait. En fait, il y a une très grande réflexion à la fois stratégique et tactique sur le rôle des armées pendant le Moyen-Âge. Alors, les écrits s'inspirent beaucoup d'écrivains romains comme Végès ou Frontin, mais au XIVe, XVe siècle, au moment de la guerre de Cent Ans, on a beaucoup de traités militaires, Honoré Beauvais à la fin du XIVe siècle, et puis surtout Clisthène de Pisan, qui va avoir une grande influence au XVe siècle. Elle a écrit son livre d'effets d'armes et de chevalerie en 1410. Qui reprend pas mal Végès d'ailleurs. Et qui reprend beaucoup Végès. Et elle va inspirer vraiment la culture militaire du XVe siècle. Et donc, beaucoup de théories. Et on ne se contente pas de reprendre des auteurs romains, on adapte aussi les écrits romains à l'époque. Oui, c'est pas le même contexte, c'est pas les mêmes façons de faire la guerre. Je pense notamment à l'utilisation de l'artillerie. Voilà. Oui, l'artillerie à poudre, j'entends, qui se développe pendant la guerre de Cent Ans. Et donc là, effectivement, il y a des développements de Clisthène de Pisan sur l'artillerie à poudre. Et en fait, Clisthène de Pisan ne s'est pas contentée de reprendre des ouvrages anciens, elle s'est aussi documentée auprès de guerriers. Voilà. Est-ce que aussi on peut dire qui était Clisthène de Pisan en quelques mots, peut-être Albert, si tu peux nous la présenter en quelques mots, vraiment, parce que je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît Clisthène de Pisan. Tu veux que je prenne tout l'épisode d'une heure, c'est ça? Alors non, Clisthène de Pisan, donc c'est une femme de lettres, une des premières femmes de lettres en langue française, une des premières effectivement, en tout cas dont on est la vie et l'œuvre. Et qui donc, à la mort de son mari, qui était à la cour de Charles V, eh bien, elle a donc commencé à écrire pour subvenir aux besoins de sa famille et en particulier de ses enfants. Elle a notamment écrit donc ce livre d'effets d'armes et de chevalerie, mais on cite pêle-mêle La Cité des Dames, tout un ensemble d'écrits pour justement dénoncer le roman de la Rose. Donc ça a été aussi la première querelle littéraire en langue française. C'était une grande dame. Et on va probablement en reparler, mais elle a écrit aussi un ditier de Jeanne d'Arc, donc un éloge de Jeanne d'Arc, femme guerrière justement caractérisée par le fait qu'elle était complètement exceptionnelle. Et qui est accessoirement le premier texte écrit encore du vivant de Jeanne d'Arc, et traitant du sujet. Et comme le lobby italien fonctionne toujours, je pense que vous êtes habitués avec les épisodes, il se trouve qu'elle est d'origine italienne. Ah bah oui, il y avait un indice dans son nom quand même. Oui, son père, en l'occurrence, était à la cour de Charles V, mais c'était Tommaso di Benvenuto di Pisano. Donc, voilà, Thomas de Bienvenu de Pisan. Alors dans ces textes et dans les autres, comment est-ce qu'on pense la guerre au Moyen-Âge? Enfin, c'est un peu vaste comme question, mais je ne sais pas si vous avez une réponse déjà comme ça. Alors, en fait, il y a plusieurs thématiques qui sont développées dans les traités militaires du Moyen-Âge. Et des thématiques en fait, qu'on va aborder tout au long de cet épisode. Donc, la logistique, très importante. L'organisation de l'armée, parce qu'il y a une grosse problématique, à la fin du Moyen-Âge notamment, c'est la discipline des hommes d'armes, surtout quand ils ne sont pas payés. Et donc, justement, dans tous les traités militaires et politiques, pas seulement, eh bien, on recommande aux chefs de guerre de bien payer ses hommes s'il ne veut pas que ça finisse en pillage. Voilà. Et est-ce qu'on a aussi dans ces textes
de l'écriture, même pour comment gérer une bataille ou ce genre de choses? Pardon. Oui, on recommande Il y a un proverbe qui est très connu à l'époque, qui est très courant, qui résume à peu près toute la pensée militaire. C'est « la guerre se fait à l'œil ». C'est-à-dire qu'on doit observer l'adversaire en utilisant des espions, on doit observer le terrain, et ensuite on doit prendre les décisions en fonction des observations, pas seulement de ce dont on entend parler, et pas seulement en fonction des a priori. Voilà. Il faut avoir l'œil sur l'adversaire et sur le terrain qu'il occupe. Bon, alors, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, peut-être, Albert? Du coup, effectivement, ça c'est une sous-thématique qu'on n'aura probablement pas vraiment le temps de creuser, mais l'importance de l'espionnage au Moyen-Âge et pour justement dans un but guerrier, ça parcourt le Moyen-Âge. Les Vikings, pour préparer leur raid, trouver des contacts sur place et ensuite se renseigner sur les côtes, se renseigner sur les possibilités, sur les débouchés marchands aussi, beaucoup. Et ça, à la fin du Moyen-Âge, on soupçonne en particulier de plus en plus de femmes d'exercer de l'espionnage, parce qu'il y a un gros exode rural de femmes depuis la campagne, et elles sont immédiatement regardées avec beaucoup de suspicion. Je vous renvoie pour ça vers l'épisode 5 du podcast sur les espions en temps de guerre avec Vincent Létumier, que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps à Blois aussi. Alors, si on rentre dans le concret de la guerre, la bagarre, alors comment se décide une guerre? Parce que on s'énerve en taverne, mais ça part pas forcément en guerre. Comment est-ce qu'on décide, ok, là, c'est la guerre? Bon chance, non? Bon, on va résumer avec les principaux intérêts, finalement, c'est-à-dire intérêt économique, le commerce, en général, couper des routes commerciales, prendre l'ascendant vis-à-vis d'une cité rivale, surtout en Italie. Désolé, hein, on ne se modifie pas. On peut pas faire un jeu à boire à chaque fois que tu dis Italie, on boit un shot. Italie ou condottière, tout le monde va finir bourré avant la fin. Hein. L'intérêt politique, donc une volonté d'imposer son régime politique ou d'imposer un parti. Je ne refais pas l'histoire entre les Guelfes, les Gibelins et l'histoire de l'Italie médiévale, parce que sinon on en a jusqu'à la fin de la soirée. Oui. Voilà. Ou encore les intérêts sociaux. C'est-à-dire tout ce qui est, finalement, les intérêts sociaux sont liés, c'est-à-dire imposer un parti aristocratique ou imposer les vues d'un État sur un autre. Et il y a aussi des intérêts personnels, c'est-à-dire que, par exemple, pendant la guerre de 100 ans, beaucoup de petits nobles qui sont en voie de déshéritage, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, en voie de perdre leur héritage ou perdre leur statut de noble, eh bien, s'engagent dans le métier des armes pour rester nobles et espérer l'ascension sociale. C'est le cas de mes deux capitaines chéris, Laïr et Poton de Xaintrailles, qui sont des cadets, qui n'ont pas beaucoup de chances d'hériter. Enfin, pour Laïr, il n'y a pas de chance d'hériter. En fait, la famille est en train de tomber en quenouille quasiment. Et donc, la guerre leur permet d'acquérir gloire et richesse et ascension sociale au final. La guerre fournit des avantages en soi, et la mener, en final, en tout cas la mener pour un roi ou s'engager pour un roi, a toujours un avantage direct. C'est pour ça, mais il faut voir jusqu'où. On voit souvent la guerre comme quelque chose qui était absolu. En particulier, on dit que la guerre de 100 ans, c'était l'Angleterre qui voulait s'emparer de la couronne de France. Aujourd'hui, la plupart des spécialistes sont plus mitigés sur le sujet. Mais les Bourguignons dans l'histoire, quand même, qui ont mis pas mal de bazar. Oui, alors bien sûr, oui, il y a évidemment cette histoire, mais le déclenchement de la guerre, en tout cas, on a souvent fait passer ça pour justement la couronne d'Angleterre qui voulait s'emparer de la couronne de France et de tout le territoire français. En réalité, les objectifs étaient plus modestes et plus territoriaux. En particulier pour l'Angleterre, c'était surtout de contrôler la Guyenne afin d'avoir de gros débouchés économiques. Au final, la couronne de France, c'était pas vraiment dans son intérêt. On va pas faire une guerre pour la Guyenne quand même. Oui. Et justement, pour rebondir sur ce que tu disais sur la guerre de 100 ans, les historiens britanniques ont tendance à considérer la guerre de 100 ans plus comme un conflit à dimension européenne maintenant. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un conflit franco-anglais, même si c'est le nœud du problème. Il y a plein de conflits annexes qui viennent se surajouter ou qui se lient avec la guerre de 100 ans, conflit entre l'Angleterre et l'Écosse. On a des hommes d'armes anglais et français qui vont jusqu'en Italie pour faire du mercenariat. L'Espagne est impliquée à plusieurs reprises dans le conflit. Enfin, toute la marge occidentale en fait, de l'Europe est impliquée d'une manière ou d'une autre dans la guerre. Même en France, il y a des espèces de conflits qui servent un peu de guerre froide, ou en tout cas de tampon pour en fait, l'affrontement entre l'Angleterre et la France. Ne serait-ce que les guerres de succession de Bretagne, c'est tout à fait intégré. C'est une petite partie de la guerre de 100 ans.
Voir la France et l'Angleterre, mais tu peux aussi dire entre la France et la Bourgogne, puisque on peut tirer les liens à travers tous les conflits européens. Il y a des répercussions entre tous les conflits, finalement, quel que soit l'espace géographique où ils se situent. Vous trouverez toujours des alliances ou des soldats qui viennent d'un espace guerrier pour aller sur un autre espace, et qui font que, voilà, comme le disait Christophe, maintenant on pense la guerre à l'échelle de l'Occident médiéval et non plus seulement à l'échelle d'un seul territoire. Bon, d'ailleurs, alors on va parler surtout de la guerre quand même à la fin du Moyen-Âge, parce que j'ai pas de spécialiste du haut Moyen-Âge autour de la table, comme vous pouvez vous en rendre compte. Là, c'est quand même beaucoup de guerres de 100 ans, mais n'hésitez pas à faire un peu des références aussi sur... je sais pas, on va pas parler de la fête de mérovingienne, pourtant c'était très rigolo, mais voilà. Est-ce que, non, et petite question subsidiaire, est-ce qu'il y a des déclarations de guerre? Est-ce qu'on a des traces de ça dans les archives? Est-ce que, je sais pas, enfin, est-ce qu'il y a on peut dire, ah ça, c'était une déclaration de guerre? Une petite anecdote pour rebondir là-dessus, pour lancer le sujet, et ensuite je pense que Christophe va pouvoir répondre un peu plus en détail, c'est que techniquement, le roi d'Angleterre a déclaré la guerre à la France que 2 ans après que les combats aient commencé. Mais comment ça? Ouais, en fait, c'est encore des déclarations de guerre à la fin du Moyen-Âge qui sont très chevaleresques, en fait. Encore dans la lignée chevaleresque, c'est-à-dire on lance un défi. Et donc, il y a des déclarations de guerre écrites, j'en ai pas croisé, mais je ne suis pas sûr de moi. Mais on lance des défis à son adversaire. Et, au bout de 2 ans, quand même... Comment ? Au bout de 2 ans de guerre, c'est... Oui, mais au sein de la guerre de 100 ans, il y a plusieurs défis qui ont été lancés aussi, parce que se rajoutent des guerres privées. Enfin, voilà, tout le monde profite de la situation pour essayer de faire son beurre, quoi. Et donc, du coup, oui, on a des déclarations de guerre qui sont faites, mais souvent par l'intermédiaire d'un héros. Un héros, tu écris ça comment? Donc, oui, c'est ce que j'allais dire. On a des enfants, il faut qu'on écrive. H-E-R-A-U-T, pas le héros, le grand... Pas Achille ou quoi? Voilà, exactement. Le héros, c'est un représentant, en fait, de l'homme d'armes ou du noble qui va... il se fait casser la tête quand il arrive ou pas? Non, du tout. Il a l'immunité diplomatique, donc normalement, il est censé être en sécurité, peut circuler n'importe où, n'importe comment, ce qui fait que des fois, il servait aussi d'espion, puisque du coup, il était protégé par l'immunité diplomatique. Et donc, il peut se rendre n'importe où il le souhaite pour représenter le personnage qu'il représente, en fait. Je rebondis du coup sur Christophe par rapport à la diplomatie. N'oublions pas que les 14e et 15e siècles sont aussi ceux de la naissance et du développement de la diplomatie à grande échelle dans les États. Donc il y a des déclarations de guerre et il y aura de plus en plus de déclarations de paix, ou de traités d'alliance et de traités de paix formalisés tels quels. Je prends par exemple le traité de paix de Bagnolo, ça ne dit rien à personne dit comme ça. Dis-moi, c'est en Italie, c'est ça? C'est en Italie, bien évidemment. Quelle surprise! Alors, c'est un traité de paix qui a été fait en territoire neutre à la suite d'un conflit, qui est la guerre des Pazzi à l'origine entre Florence et les États pontificaux suite à la tentative d'assassinat des Médicis en 1478. S'en est débouché une guerre qui a entraîné la moitié de l'Italie dans le conflit, et sauf que pour la première fois, on assiste à la réunion d'une forme de grand concile avec des représentants de tous les États de la péninsule qui se réunissent ensemble pour déclarer la paix, ce qu'on n'avait pas dans les siècles précédents. Et alors, une fois qu'on s'est dit, allez, c'est bon, on fait la guerre, est-ce qu'on la prépare un petit peu? Est-ce qu'il y a des guerres qui sont préparées un peu en amont, ou est-ce que, on fait sur le tas? Oui, c'est préparé, il y a toute une logistique qui se met en place. En plus, à la fin du Moyen-Âge, les États se développent beaucoup, donc ils développent beaucoup l'aspect logistique et l'aspect administratif, c'est-à-dire qu'ils cherchent à savoir combien de personnes ils vont avoir sur le terrain, qui va les commander, comment les payer. Et donc, du coup, il y a une grosse préparation. Et puis, il y a tout l'aspect logistique, construire des bateaux pour les batailles navales. On réquisitionne des bateaux plutôt pour les batailles navales en France, parce qu'on prend des bateaux marchands et puis on les transforme en bateaux de guerre, quoi, en gros. Et faire signer des contrats aussi. Principalement, quoi. Et puis évidemment tout l'aspect matériel qui est encore plus visible. Alors forcément, ça c'est encore une fois, on parle beaucoup de la fin du Moyen Âge parce que c'est encore plus visible grâce aux sources. Mais tout l'aspect logistique avec le fait de réunir du matériel pour construire des camps, pour transporter une artillerie, pour réunir aussi du bétail. Les armées de François Ier, ok, on est presque sorti du Moyen Âge, mais les armées de François Ier, c'est plusieurs dizaines de milliers de chevaux. C'est énorme. Il
faut les nourrir, tous les canassons. Exactement. C'est une spécificité qu'on a particulièrement, encore une fois, en Italie. Si on regarde l'évolution des contrats d'engagement des troupes mercenaires, je pense que Christophe me rejoindra par rapport à ça en particulier, sur le fait qu'au début, c'était les États qui devaient mettre à disposition, que ce soit les chevaux, les vivres, et accessoirement le paiement des soldes, très accessoirement. Et au XVe siècle, ça sera complètement au condottiere de mettre à disposition l'entièreté. Ce qui montre qu'il y a vraiment quelque chose de préparé, normé dans un document qui a valeur juridique pour préparer la guerre. C'était les auto-entrepreneurs de la guerre, en fait. Oui, on peut dire ça comme ça. Ubérisation de la guerre, c'est ça. C'est parfait. En fait, les historiens utilisent beaucoup pour la France et l'Angleterre de la fin du Moyen-Âge le terme d'entrepreneur de guerre. Où justement on voit cette contractualisation, alors moins poussée qu'en Italie, parce que l'Italie c'est un pays de notaires, il y a beaucoup moins de contrats qui sont signés en France notamment, mais oui, le capitaine en France, l'aïr et poton de Xaintrailles, ce qui fait leur réputation, c'est leur capacité à mobiliser parfois plus de 1000 hommes, ce qui est énorme pour l'époque, à eux tout seuls. Voilà. Et donc c'est ça qui fait l'importance d'une armée aussi, c'est le capitaine, sa capacité à mobiliser et à assurer la logistique. Et alors, donc la guerre, est-ce que c'est seulement un enchaînement de batailles, donc de bagarres, ou est-ce qu'on trouve aussi d'autres façons de faire la guerre au Moyen-Âge ? En fait, la bataille rangée est extrêmement rare au Moyen-Âge. Est-ce que tu peux déjà expliquer ce que c'est une bataille rangée au Moyen-Âge par rapport c'est à pas l'imaginaire compliqué, qu'on peut avoir c'est les batailles qu'on imagine en regardant par exemple des œuvres de fantasy comme Le Seigneur des Anneaux où il y a des milliers de soldats contre des milliers d'autres et puis ils se tapent dessus sur un grand champ bien dégagé. C'est en fait très rare que ce genre de bataille rangée arrive parce que d'abord c'est effectivement meurtrier et on rappelle que au Moyen-Âge ce sont les nobles qui font la guerre, donc envoyer des nobles au casse-pipe, c'est une assez mauvaise idée. Parce qu'on perd des cousins, on perd des copains, on pense à tous les petits anges partis trop tôt à Azincourt et tout ça. Exactement. Et puis même, alors évidemment, à la fin du Moyen-Âge, c'est plus meurtrier, mais avant cela, le but d'une bataille rangée était surtout de faire des prisonniers, de capturer des nobles qui valent assez cher pour pouvoir récupérer des rançons. En fait, mais depuis tout à l'heure, on dit que ça. En fait, c'est les sous, la guerre. Ben oui. Comme à peu près tout, j'ai envie de dire. On vit vraiment dans une saucisse. C'est le nerf de la guerre. Donc on a parfois des batailles rangées, mais on a aussi, donc qu'est-ce qu'on a d'autre en fait, comme événements qui peuvent rythmer une guerre ? Principalement des sièges en fait. Voilà. On encercle la ville, on essaie de l'asphyxier pour qu'elle se rende d'elle-même. La plupart des armées n'ont pas la capacité de prendre d'assaut une ville. Voilà. Les petites places, on les prend par ruse, souvent. Et donc, du coup, c'est vraiment le siège qui est la principale activité proprement militaire. Mais il y a aussi le pillage. Le pillage, c'est pas seulement se mettre de l'argent dans les fouilles, c'est aussi asphyxier l'économie adverse, donner un coup au moral, notamment les grandes chevauchées anglaises de la guerre de 100 ans, où sur plusieurs centaines de kilomètres, vous avez l'armée anglaise qui va éviter les grandes villes, justement, pour piller les campagnes sur une largeur de plusieurs dizaines de kilomètres et ruiner vraiment les récoltes. Et là, ça permet de donner un coup à l'économie adverse et aussi un coup au moral. Les Anglais démontrent ainsi que le roi de France est incapable de les défendre. Voilà. Avec la fin du Moyen-Âge où la cavalerie tente en tout cas la cavalerie lourde tente à être beaucoup moins efficace et donc où on mobilise beaucoup plus de soldats à pied, c'est des innovations au niveau de l'armement aussi. On leur donne beaucoup plus de lances et aussi des piques, donc vraiment des lances très longues de plus de 2 mètres. Et là, on remarque qu'effectivement, si les pillages ne tentent pas à s'arrêter, ça fait plus vraiment partie de la stratégie principale à la toute fin du Moyen-Âge de piller. Parce que avec un pic, c'est beaucoup plus difficile de fourrager et de piller. Et d'ailleurs, les soldats sont pas très contents au début de plus pouvoir piller. Mais passons. Et Christophe, est-ce que tu peux nous donner peut-être un exemple de siège, parce qu'on connaît Orléans, compagnie et tout ça, mais un autre exemple peut-être de siège pendant la guerre de 100 ans qui a pu... est-ce que tu as une idée comme ça ? Alors, le premier qui me vient à l'esprit, c'est le siège de Calais. 1346-1347, il a duré 11 mois. Donc, c'est... le roi d'Angleterre, Édouard III, qui assiège la ville de Calais pour avoir une tête de pont pour pouvoir débarquer ensuite ses troupes dans le nord du royaume de France. Et donc, il encercle la ville résiste, et au bout de 11 mois, après avoir mangé les chats, les chiens et puis les rats, la ville finit par se rendre. Et elle envoie en délégation au roi d'Angleterre
6 bourgeois qui vont se rendre, sachant qu'ils risquent l'exécution, parce que plus une ville résiste à l'autorité de son assiégeant, plus elle a de chances d'être pillée, saccagée, et ses habitants massacrés. Et donc, du coup, ces 6 bourgeois sont censés se sacrifier pour rendre la ville et éviter le pillage et la mort de tous ses habitants. Voilà. Il ne doit pas y avoir beaucoup de volontaires, j'imagine, quand il faut aller négocier. C'est compliqué. Alors là, le problème des sources, c'est qu'elles sont très orientées et donc c'est pas évident de faire la part des choses. Mais il y a des rituels comme ça qui sont mis en place. Alors là, le rituel a été étudié par Jean-Marie Meuglin, mon directeur de thèse, et c'est pour ça que j'en parle, c'est le premier qui est venu. Voilà. Et donc, en fait, c'est le rituel donc, de la corde au cou, c'est un rituel de pénitence, pour faire simple, qui fait que les 6 bourgeois se rendent en tenue de pénitent avec la corde au cou en signe d'humilité au roi. Le roi apparaît comme en colère dans un premier temps à cause de leur résistance, et puis il y a la femme du roi Philippa qui intervient pour l'adoucir, et finalement les 6 bourgeois sont épargnés. En fait, tout ça c'est de la mise en scène. Dès le début, on sait que personne ne va mourir, mais c'est une manière de renouer le dialogue et de montrer finalement que chacun garde son honneur. Voilà, les bourgeois ont bien résisté, ils se rendent dans l'honneur en faisant pénitence. Le roi, il a sauvé la face parce qu'il s'est montré magnanime, finalement. Et ça, c'est une des vertus royales. Et par conséquent, tout le monde s'y retrouve. Voilà. C'est très intéressant d'ailleurs que tu mentionnes Philippa, parce que c'est au final, du point de vue des sources, en tout cas de ce que les sources nous montrent des femmes au Moyen-Âge, les femmes sont souvent mises en scène, en tout cas les femmes de nobles, sont souvent mises en scène comme ça, c'est-à-dire comme une espèce d'élément extérieur qui vient tempérer ou au contraire exciter les ardeurs des hommes pour aller se battre. C'est comme ça qu'elles sont présentes. Et évidemment, on aura peut-être le temps de voir un peu plus tard d'autres manières dont elles sont présentes, mais c'est surtout en tant qu'élément qui encourage la paix ou encourage la guerre. On les voit beaucoup apparaître dans les récits comme des médiatrices. Et certaines femmes jouent le rôle d'ambassadrice. Je pense notamment à Isabelle de Portugal, la duchesse de Bourgogne, qui négocie avec Charles VII à plusieurs reprises au nom de son mari, Philippe de Bourgogne, le duc, et qui, Philippe de Bourgogne, lui donne toute latitude en fait, pour négocier. Voilà, il y a les consignes de base, et puis après... Elle n'est pas juste un pion, elle a vraiment un rôle. C'est vraiment pas une potiche, elle joue vraiment son rôle, ça a été démontré dans une thèse d'Isabelle Sommet, et de Monique Sommet, pardon. Et Isabelle de Portugal joue un rôle vraiment moteur dans la diplomatie bourguignonne. Alors justement, peut-être on va parler un peu plus donc, des hommes et des femmes qui font la guerre. Comment sont mobilisés les hommes pour une guerre au Moyen-Âge ? Parce que ça, c'est toute une histoire. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ça avant qu'il y ait une armée ? On parlera de ça. Avant qu'il y ait une armée régulière et tout ça, en France et peut-être en Italie, bien sûr. Comment étaient mobilisés les hommes pour la guerre au Moyen-Âge ? Pour la France et l'Angleterre, ça marche par réseau et ça marche par cercle de connaissances. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, la guerre est une entreprise. Et donc les capitaines sont commandants d'une compagnie. À l'intérieur de la compagnie, il y a parfois un noyau familial. Les frères, les cousins sont mobilisés, sont sous les ordres du capitaine. Et ensuite, eh bien, on recrute. On recrute sur la promesse de pillage, sur la promesse d'une victoire, etc. Et donc forcément, plus le capitaine est réputé, plus il va attirer à lui de la main-d'œuvre, au final, parce que c'est comme ça qu'il faut l'avoir, la main-d'œuvre. Et ce ne sont pas que des nobles. Il y a beaucoup de roturiers dans ces compagnies. C'est la question que je l'ai posée aussi, parce qu'on a aussi beaucoup l'image on a un suzerain, donc un noble assez important, qui a donc ses vassaux et tout ça. Est-ce que ça aussi, on a beaucoup cette image-là aussi. Donc, un seigneur qui va en guerre et qui, mobilise tous ses vassaux. Alors, ça, c'est plutôt la représentation qui correspond au Moyen-Âge central. Au XIVe, XVe siècle, en fait, les nobles commencent à déserter les terrains, notamment les champs de bataille, mais pas seulement. Plusieurs batailles, notamment celle d'Azincourt, ont été très traumatiques pour la noblesse française, et c'est pour ça que les nobles commencent à ne plus trop se mettre en avant sur le champ de bataille, parce qu'ils se rendent bien compte que foncer
ça donne envie, hein, il y a l'adrénaline hein, d'aller se battre et de gagner de la gloire, mais bon, bah, on peut mourir. Surtout quand c'est un peu nul, genre d'une flèche comme ça. Et il n'y a pas que le risque de mort, il y a aussi le risque de ruine. Le but de la guerre, surtout chez les nobles, c'est pas de tuer, mais de capturer pour délivrer ensuite le prisonnier contre rançon. Et il y a certaines rançons qui sont très élevées. Elles sont calculées en fonction du statut social, mais aussi de la réputation, de la renommée. Et certaines rançons sont très très élevées et peuvent ruiner une famille. Une seule rançon peut ruiner toute une famille, parce qu'après il faut la payer. Et donc là, on mobilise tout le réseau. Et par conséquent, là aussi, il y a une grosse crainte, surtout à la fin du Moyen-Âge, où il y a une inflation des rançons. On voit des trucs, des sommes vraiment à plusieurs centaines de milliers d'écus pour notamment le roi René. Et par conséquent, il y a vraiment une crainte à ce niveau-là. Je veux bien quand même que vous expliquiez un tout petit peu le côté, alors voilà, Moyen-Âge central, parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait dans l'imaginaire général. C'est l'ost, c'est ça, quand on lève l'ost pour faire la guerre. Est-ce que tu peux peut-être, qui veut en parler ? Allez. Oui, effectivement, l'image qu'on a de la guerre généralement, c'est celle du Moyen-Âge central avec les chevaliers, donc l'ost qui est convoqué par le suzerain pour généralement 40 jours. C'est précis, 40 jours. Enfin, c'est une durée symbolique. En fait, le 40 jours revient très régulièrement. Quand on parle de guerre, qu'on parle de quoi que ce soit au Moyen-Âge, 40 jours, ça correspond par exemple aussi à un truc qui n'a rien à voir, mais par exemple au temps pour lequel une femme doit récupérer après avoir accouché. Elle ne peut se représenter au monde qu'à partir de 40 jours. Mais c'est symbolique, parce que c'est les 40 jours, c'est les 40 jours de la Bible, en fait, les 40 jours du déluge. C'est conçu un petit peu comme une unité de temps de base, en fait. C'est, au bout de 40 jours, c'est bon, on est passé à autre chose. Oui, bien sûr. Donc on lève l'ost comme ça au Moyen-Âge. Est-ce qu'il y a des règles aussi ? Est-ce qu'il y a une certaine, des rituels là ? Alors, des rituels, pas à ma connaissance. La règle principale, c'est que le vassal doit obéir au suzerain, doit aide et conseil au suzerain. Et par conséquent, dans l'aide, il y a l'aide militaire. Pas seulement, mais l'aide militaire. Et du coup, ça, c'est vraiment l'image qu'on en a et qui est valable jusqu'au début du XIVe siècle. Après, ce sont les États qui mobilisent de plus en plus. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, se développe l'administration militaire et la contractualisation. Vous m'avez déjà un peu répondu à ça, mais donc est-ce qu'on a toutes les couches sociales qui font la guerre ? Parce qu'il y a donc les nobles, mais on a aussi l'image en fait du menu fretin, là, des petits gars qui vont combattre, qui eux en fait sont vraiment de basse couche sociale. Ah bah évidemment, l'armure elle va pas se mettre toute seule. Hein. Non, mais effectivement, généralement, si je dis pas de bêtises, Christophe, une montre c'est bien donc un cavalier lourd qui est accompagné donc en général 2 ou 3 écuyers. Ça c'est d'une lance, d'accord, pardon. Mais donc en fait 3 écuyers ou 3 fantassins qui sont donc censés apporter une aide non seulement au niveau du camp, au niveau de la logistique, mais aussi pour s'équiper et enfin qui vont évidemment combattre avec un équipement plus léger et moins coûteux, mais qui est vu avec intérêt. En France en particulier, justement il y a une très grosse distinction et une grosse différence, un gros différentiel de swag, on va dire. Un gros différentiel de style et de représentation entre les chevaliers qui sont vraiment, vraiment, vraiment très stylés parce qu'ils font la guerre et tout ça, et à côté, par contre, les pouilleux qui utilisent leurs arcs et qui sont pas nobles et qui ne font pas, qui se battent pas avec honneur, quoi, parce qu'eux, ils utilisent des arcs, ils utilisent des armes moins bien. C'est une distinction qui évidemment va disparaître à la fin du Moyen-Âge où, comme les nobles disparaissent, eh bien, paradoxalement, ce sont les fantassins et donc les roturiers du peuple qui commencent à gagner un petit peu en prestige. Tous ne sont pas de cet avis, mais effectivement, la piétaille gagne une forme de noblesse. Et à quel moment est-ce qu'on va se développer une vraie armée au Moyen-Âge ? Est-ce que, il me semble, à toute fin, c'est ça. À quel moment est-ce qu'on voit vraiment des personnes qui sont organisées, tout ça, et qui ont comme métier 100% la guerre ? La guerre de 100 ans, justement, joue un rôle très important, puisque la guerre de 100 ans se transforme, pour faire simple, d'une guerre féodale à une guerre entre États. Et par conséquent, eh bien, le pouvoir royal doit avoir à sa disposition une armée vraiment importante. Hein. Et donc, si on prend le cas de la France, par exemple, eh bien, c'est la réforme militaire de 1445 qui institue une armée permanente. Donc, même en temps de paix, les soldats sont payés pour tenir garnison et s'entraîner.
Et donc, voilà. Alors, il y a eu un prémisse avec le règne de Charles V, donc à la fin du XIVe siècle, qui a tenté déjà de mettre en place une armée permanente, et puis ça s'est délité après sa mort en 1380, puisque les grands nobles n'appréciaient pas trop de se voir confisquer finalement leur rôle militaire. Et en plus, il y a eu la folie de Charles VI qui a fait que l'État s'est un peu délité à ce moment-là. Donc Charles VII a mis du temps, mais en 1445, il impose sa réforme avec beaucoup de difficultés. Et encore, ça marche pas très bien. C'est-à-dire que les francs archers, ils sont quand même réputés comme étant pas particulièrement disciplinés, ni très efficaces, et surtout comme étant particulièrement coûteux. Alors certes, en face, on a des mercenaires suisses qui coûtent vraiment très cher, mais qui au moins sont d'une efficacité assez redoutable. Et c'est justement en se calquant sur le fonctionnement de toute l'infanterie suisse que la France va réformer un peu son armée et encore former des lanciers et des piquiers qui sont en mesure de se battre longtemps et efficacement. Et en Italie? Alors en Italie, le schéma est encore différent. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de suzerain impérial, en l'occurrence, puisque je refais pas l'histoire de l'Italie, c'est trop compliqué, vous le savez, et on n'a pas le temps. Il nous reste 10 minutes. Il nous reste 10 minutes. Déjà En fait, on a la mise en place d'armées quasi permanentes par la volonté des États à partir de la fin du XIVe siècle en Italie. Pourquoi ? Parce que, à l'origine, les condottières étaient conçus comme des entrepreneurs privés chargés par les États de mettre à disposition des hommes, qu'ils recrutaient eux-mêmes. Au XIVe siècle, première évolution, c'est des étrangers qui viennent faire la guerre, qui se constituent en compagnie sur un principe semi-électif. Oui, je sais, c'est compliqué. Ils élisent leur chef, ils élisent le conseil de la compagnie, et c'est ce conseil qui est en interaction avec les cités pour se faire solder ou les menacer de tout brûler, si on résume. À la fin du XVe siècle, la différence va venir qu'il y a cette bascule, les étrangers quittent l'Italie, les Italiens prennent le pouvoir sur leurs armées, en quelque sorte, et la volonté des 5 grands de l'Italie du XIVe et XVe siècle, c'est-à-dire la République de Venise, Milan, la République de Florence, les États pontificaux, même si les États pontificaux, c'est à partir de la fin du grand schisme d'Occident, donc 1417, retour de Martin V à Rome, et le royaume de Naples, d'assurer une forme d'hégémonie sur l'Italie. Au final, on a cette répartition. Les grands États sont des États indépendants. Les petits États, en général, sont dirigés par des familles de condottières qui assurent leur pouvoir par la pratique du métier des armes. Et on dit bien métier des armes. C'est littéralement conçu comme un métier professionnel. On l'a abordé tout à l'heure, la place des femmes, les places des femmes. On va pas mettre, c'est pas la femme, c'est les femmes et c'est les places des femmes dans la guerre. Donc on a parlé effectivement des femmes qui pouvaient être médiatrices, qui pouvaient être espionnes. Est-ce qu'on a des femmes qui combattent au Moyen Âge ? Ça c'est une question qu'on essaie de traiter à fond en ce moment au musée de l'armée, car on prépare une exposition sur le sujet, sur en fait la guerre comme définition des normes de genre. Et en particulier donc sur cette image des femmes combattantes, image qui apparaît très peu en fait au Moyen-Âge. Même Jeanne d'Arc, qui est quand même un grand arbre qui cache une forêt qu'on connaît très mal, même Jeanne d'Arc, dans les procès, il n'est mentionné à aucun moment qu'elle se bat. Elle tient même à bien affirmer qu'elle n'a tué personne. Elle menait les armées au combat, elle avait son grand étendard, elle avait une épée, mais elle ne l'utilisait jamais. Parce que c'était aussi pour des... Jeanne d'Arc était très maligne, elle connaissait beaucoup de choses même au niveau du droit, et donc savait que lorsque les juges lui posaient des questions du type avez-vous galvanisé vos armées avec des forces démoniaques, elle faisait toujours en sorte d'esquiver parce qu'elle savait elle disait toujours qu'elle combattait pour la France, même si elle n'a tué personne parce que sinon elle serait coupable d'assassinat. Mais elle a combattu pour la France, et à ce moment-là, les juges n'insistaient jamais sur son rôle guerrier, parce qu'à partir du moment où il reconnaissait son rôle guerrier, elle tombait dans le droit de la guerre, et donc énormément des crimes qu'elle commettait devenaient légitimes. Donc c'est pour ça qu'une autre combattante qu'on connaît bien, Jeanne d'Évreux, qui donc est la première pirate française, femme pirate française. À quelle époque ? Alors c'est, il me semble, lors des guerres de succession de Bretagne. Son mari a été tué par les forces françaises, et donc c'est à elle de devoir diriger le domaine et se retailler un domaine et protéger ses enfants. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle se met au service du roi d'Angleterre et elle commence à piller des bateaux français. Jeanne d'Évreux, évidemment, lorsqu'elle est décrite dans les chroniques, n'est
pas décrite de manière particulièrement positive, parce que une femme qui... Dans la pensée médiévale, une femme, ça donne la vie. Et donc, qu'elle commence à donner la mort, mais c'est le pire crime. Et donc, on la montre faire des pillages, on la montre être affreuse, torturer des gens. Voilà, on ne sait pas à quel... Encore une fois, on ne sait pas à quel point ça peut être vrai. Et c'est toute la problématique quand on parle des femmes au Moyen-Âge, c'est qu'on ne sait pas à quel point ça peut être vrai, mais en revanche, on sait très bien ce que les clercs et les personnes qui écrivent veulent dire. Alors, j'ai un autre exemple. Si je vous dis Caterina Sforza, ça... Ouais. Alors, Caterina Sforza, duchesse de Forlì à la fin du XVe siècle, particulièrement connue pour être l'une des principales femmes en armes du XVe siècle en Italie, a défendu sa cité contre les Borgia. Albert nous a fait ce magnifique cri de horde parce qu'elle est représentée dans Assassin's Creed, pardon. Ouais. Mais le problème, c'est que la vision d'Assassin's Creed est particulièrement fausse. Oh. Voilà. Alors, oui, elle a harangué les Borgia depuis le sommet de la muraille. Ouais. Oui, elle a dit... Parce qu'en fait, les Borgia avaient joué d'une ruse en capturant ses enfants. Oui, elle a dit... Si vous tuez Ils l'ont cherché quand même. Ils l'ont cherché. Si vous tuez mes enfants, vous en faites pas, j'ai tout le matériel pour en faire d'autres. Littéralement. Voilà. Mais sauf que le problème, c'est que c'est une vision particulièrement machiavélique de la femme en armes, et Machiavel, qui est justement contemporain de Caterina Sforza. Et italien. Et italien, toujours. Désolé, c'est mon champ d'études. Mais on voit finalement, elle est représentée dans Assassin's Creed comme dans les chroniques de l'époque, comme étant rusée, manipulatrice, n'hésitant pas à jouer de ses charmes et de ses atours. Ouh, la vilaine femme. Exactement. Sauf que la réalité, au final, on retombe sur le même principe que Jeanne d'Évreux, c'est je dois défendre ma terre, je dois défendre mes enfants, je suis prête à tout. Ce qui fait qu'on l'a surnommée la lionne ou la tigresse de Forlì. Donc, ça donne à peu près l'idée, même si encore une fois, voilà, de ce dont elle était capable. Il y a toujours un arrière-plan qui est très difficile à décoder quand il s'agit de représenter les femmes en armes, parce qu'évidemment, il y a toujours une idée que c'est pas naturel, que c'est pas normal. Et alors... Je ne sais pas si, Christophe, tu t'accordes avec ça, mais j'ai comme une impression que quand on représente des femmes en armes avant la formation des États, c'est-à-dire à peu près avant le XIe siècle, c'est toujours effectivement dans l'idée que quand il y a des femmes en armes, c'est une sorte de miracle, une sorte d'exceptionnalité qui est en rapport avec le sacré. Et à partir du moment où les États commencent à se construire, et donc que la guerre elle-même commence à devenir un petit peu... hors la loi, c'est-à-dire c'est pas normal la guerre, l'état normal c'est la paix, et la guerre c'est un moment d'exceptionnalité, et ben là on voit plus de femmes qui viennent notamment aider à réparer les remparts, aider à réparer les fortifications, mais il y a toujours dans cette idée que c'est exceptionnel, et qu'une fois que la guerre sera finie, elle retourne à la maison, quoi. Je suis pas sûr que ce soit lié au développement des États, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que quand une ville est assiégée, tout le monde participe à la défense, et notamment les femmes. Et on voit beaucoup de femmes sur les remparts, et pas seulement dans l'approvisionnement, mais en train de balancer tout ce qu'elles ont sous la main sur la tête des ennemis. Et il y en a une qui est célèbre, qui est devenue légendaire, Jeanne l'Aînée, dite Jeanne Hachette, qui a défendu sa ville de Beauvais, qui était assiégée par le duc de Bourgogne, et qui s'est rendue célèbre justement avec sa petite hache, en train de dézinguer de l'anglais à tout va, quoi. On s'achemine un petit peu vers la fin de cet épisode, mais il y a encore des points que je voulais aborder un peu avec vous. Alors justement, on l'a un petit peu dit tout à l'heure, Albert, sur les innovations techniques. Bon, bien sûr, on ne va pas vous faire tout un cours sur l'innovation technique et guerrière pendant la guerre. Est-ce que tu pourrais peut-être nous en placer quelques-unes comme ça, de choses qu'on voit évoluer au cours du Moyen-Âge ? À partir du XIIe siècle, on voit l'arbalète revenir. Alors, parce que le principe de l'arbalète est en fait assez vieux. Même on soupçonne que les Grecs utilisaient une sorte de grosse arbalète avant que, évidemment, l'Empire romain ne prenne le dessus. Mais ensuite, jusqu'au XIIe siècle, on n'en voit pas trop. Et puis, on a soudain des interdictions de l'Église contre l'arbalète, parce que contrairement à l'arc qui demande un bon entraînement et qui n'est pas, qui forcément c'est difficile de se former à l'utilisation d'un arc, l'arbalète peut être utilisée assez facilement par n'importe qui, malgré le fait que ce soit légèrement moins efficace parce que c'est très long à recharger et tout ça. Et donc on voit des interdits se lancer là-dessus, du même genre d'interdits qu'il y aura ensuite contre l'artillerie et contre toutes les bouches à feu, tous les canons. Les bouches à feu, c'est quoi ça ? Tu veux le dire, Peter ?
Non, j'allais dire surtout. Ah pardon. Du coup, je dis une bouche à feu. En fait, c'est un terme générique pour désigner à peu près tout ce qui est utilisé de la poudre. Donc, c'est aussi bien des petits calibres que des gros calibres. En fait, les canons vont mettre un bon moment à se normaliser jusqu'au début du XVIe siècle. Mais entre le XVIe siècle et Napoléon, le principe des canons ne va absolument pas bouger. Ça va stagner, mais parce qu'en fait, c'est standardisé. Mais avant cela, il y a différents calibres. On parle de coulevrine, on parle de serpentine, on parle tout un tas de termes qui distinguent moins le calibre du boulet de canon que en fait la matière du boulet. Donc ça peut être aussi bien de la pierre, du métal et tout ça. Bref, c'est une arme nouvelle, donc forcément, il y a plein de noms différents. N'oublions pas une chose, c'est que si on conçoit la guerre au Moyen-Âge comme étant un espace au niveau de l'Occident médiéval et non pas seulement au niveau des États à peu près que l'on connaît aujourd'hui, il y a également toutes les migrations techniques par les migrations de soldats. J'ai des soldats anglais qui descendent en Italie pour combattre, ils ne vont pas venir sans armure, sans armement. Ils ont leur technique, ils amènent leurs évolutions d'armement. C'est comme ça qu'on se retrouve à partir de 1360 en Italie avec des longbows pendant les batailles, par exemple. Les longbows, c'est les arcs longs, qui sont la spécificité des Anglais au début de la guerre de 100 ans. Qui ont fait un peu mal pendant la guerre de 100 ans. Voilà. Pas merci la bataille de l'Écluse, pas merci la bataille de Crécy. Exactement. Je vous invite à écouter le dernier Super Joute Royal, il me semble, où on en parlait. Et la fin du XVe siècle en Italie, au moment où Charles VIII arrive avec les armées françaises pour reprendre le trône de Naples, en l'occurrence, il descend avec l'artillerie française qui est conçue comme étant la meilleure d'Europe. Les murailles des cités italiennes en face étaient quasiment inexistantes finalement. C'était absolument pas fait pour l'évolution technique qui arrivait d'un autre espace. Exactement. Et puis depuis le début, moi je parle des pics. Les pics, ils sont pas venus de nulle part. C'est les Suisses en fait qui les ont introduits. À la base, ils étaient plutôt team Albard et puis ils sont passés team pic. Et à partir du moment où ils se sont rendus compte que c'était encore plus efficace. Et surtout que ça permettait d'alterner un combattant qui sait pas combattre avec un vétéran. Une fois qu'ils sont bien serrés, au final, ils font à peu près le même travail. Donc c'était une stratégie assez efficace. Et ensuite, c'est les Français qui ont récupéré l'utilisation des pics, des halbardes. Les lance-quenets aussi, les lance-quenets allemands se sont beaucoup inspirés de ça aussi. Enfin voilà quoi. Je vous propose qu'on finisse là-dessus. Merci beaucoup à tous les trois, Christophe, Albert et Peter, d'être venus, d'avoir participé à cette table ronde. Je veux bien sûr remercier le Charlie qui nous accueille aujourd'hui. Je veux remercier les bénévoles et tout le monde qui nous a aidés. Comme d'habitude, il y aura un article qui accompagne cet épisode qui sera sur le site passionmédiéviste.fr. Et restez encore un petit peu si vous êtes là avec nous aujourd'hui. Il y a encore 2 tables rondes qu'on enregistre et vous pouvez les écouter aussi en podcast. Bientôt, ils seront diffusés dans la foulée. En fait, dans la foulée, je sortirai celui-là, puis l'héraldique, puis le Super Joute Royal spécial. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous et puis à bientôt. Salut! Salut.